Alors, on finit la chose en beauté. On reçoit aujourd'hui Michel Cormier, qui a été jusqu'à tout récemment directeur de l'information à Radio-Canada, qui a été aussi, vous le savez sans doute, pour, si vous êtes comme moi, un adepte du téléjournal de 22h et 18h, mais 22h. Il a été donc correspondant à, je ne me trompe pas, Moscou, Pékin, Paris aussi, il me semble. Paris, Oui, c'était dur. Ça doit être le plus dur, ça, des trois. Et qui, évidemment, c'est ce qui va nous intéresser aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la question de la biographie politique. On sait que M. Cormier a fait paraître une biographie sur Richard Hadfield dans les années 80 et celle-ci en 2004 sur Louis Robichaud, donc deux poids lourds de la politique canadienne, des monuments, et s'y attaquer, j'imagine, n'a pas été si facile, puisqu'il devait y avoir des attentes et toutes sortes d'appréhensions pour en discuter. Donc, on pourra parler de biographie politique, on pourra parler évidemment aussi de journalisme. Hein, je sais d'ailleurs que vous êtes à écrire un livre, je pense, sur les fausses nouvelles, ce qui est Tout à fait, oui. Ce qui est un sujet d'actualité. Un peu présent beaucoup. Hein. On va pouvoir en parler si vous le voulez bien. Alors, la formule est très simple. Vous allez pouvoir relayer ma voix de temps en temps, mais on va faire ça en discutant très simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais que ce soit le plus convivial possible. Après tout, c'est un séminaire. Et puis, les gens dans la salle pourront poser des questions comme ils le veulent. Et Ginette, ici, responsable de l'étranger, ou en tout cas des gens de extramuros, on va le dire comme ça, qui pourront nous poser des questions via l'Internet. Voilà. Alors, Michel Cormier, je vous ai présenté rapidement. Évidemment, d'abord, peut-être pour que tout le monde soit au diapason, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours professionnel, disons, et je vais faire ça de manière très large, depuis Cocagne jusqu'à tout dernier? Ben, vous avez dit l'essentiel. J'ai aussi été journaliste politique pendant une dizaine d'années à Ottawa, dans les années palpitantes de la mort du Mitch, le référendum de 95, la création du Bloc québécois. C'était vraiment des années formidables pour un journaliste. Et ensuite, j'ai été chef de bureau à l'Assemblée nationale à Québec pendant 4 ans aussi, 96 à 2000. Donc, j'ai suivi Lucien Bouchard d'Ottawa à Québec, essentiellement. Et donc, ça a été les grandes années du déficit zéro, du tournage à droite, du virage à droite sur le feu rouge. On s'attendait tous à un référendum qui n'a pas eu lieu. Alors, mais bon, mais ça a été quand même des belles années. Et ça a été un retour pour moi à Québec aussi, où j'ai étudié. Alors, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques ici, de 84 à 86. Donc, de Coninck, je connais bien. C'est mon alma mater. Alors, je suis très, très heureux d'être ici. Mais tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours un livre en chantier. Alors, ça fait partie de ça. On peut en discuter, mais essentiellement, moi, je trouvais que le journalisme ne me comblait pas parce que plutôt que d'aller dans les nuances et d'aller dans les détails, on comprime, on simplifie, on fait à grands traits. Alors, ça me laissait un peu sur ma faim. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours senti le besoin d'écrire pour pouvoir aller plus au fond des choses. Est-ce que ça passe aussi par le média écrit, clairement? Donc, vous avez travaillé à Évangeline, je pense. Oh, un petit peu, pas longtemps, mais je suis surtout allé à Radio-Canada parce que ça payait mieux à l'époque. Les postes ouverts. Non, ça permettait aussi de s'ouvrir sur une carrière quand même nationale et plus. Alors, c'est pas parce que je tenais à faire de la télévision ou de la radio par rapport à l'écrit. Pour moi, le journalisme est multiforme, alors... Mais effectivement, si j'avais écrit dans un journal, peut-être que j'aurais senti moins le besoin de faire des livres pour faire de l'écriture, si on veut. Mais bon. Mais justement, vous dites que vous avez toujours eu des livres en réserve, en chantier. Mais la biographie politique s'est présentée comment? Vous auriez pu faire de l'essai, de l'essai en tout cas, ou en tout cas du reportage, du journalisme littéraire. Donc, mais comment on aborde la biographie politique assez tôt dans sa carrière? Parce qu'au fond, avec Richard Hadfield, vous l'avez fait. Oui, tout à fait. Mais c'est que la biographie politique permet aussi de prendre une époque et de la raconter, enfin de la raconter à travers la vie d'une personne. Ça donne une trame narrative qui est vraiment essentielle à ce qu'on veut faire. Autrement, on fait des chapitres sur l'économie d'une province avec l'économie politique, société, culture, on fait un genre de nomenclature comme ça. La biographie politique permet de regarder une époque justement à travers la vie de quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est toujours c'est toujours plus facile à faire, c'est toujours plus intéressant aussi pour le lecteur, parce que les livres que j'ai écrits, moi, c'était pour un grand public, c'était pas des traités universitaires, hein? Ce qui a ses mérites aussi, là. C'est pas pour dénigrer ça, au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du travail académique.
mais c'était des livres plus populaires. Alors, la biographie permettait de faire ça. Dans le cas de Robichaud et de Hatfield, c'était quand même il y avait quand même deux défis différents. Dans le cas de Hatfield, Hatfield ne voulait pas nous parler. Alors donc, ça limitait un petit peu l'affaire. Donc, on a interviewé, parce que j'ai écrit avec un de mes collègues, Achille Michaud. Alors, on l'a fait à deux la première. Et donc, on a reconstitué un peu la vie de Hatfield à travers les sources documentaires, mais aussi beaucoup avec les interviews de gens qui l'ont connu et qui acceptaient de parler. Donc ça, c'est une difficulté quand même assez intéressante. Dans le cas de Robichaud, c'était le contraire. Ça a été fait à partir de la base sur les interviews que j'ai fait avec Louis Robichaud. Au départ, en fait, le projet Robichaud devait être ses mémoires politiques. Mais Robichaud, à l'époque, était quand même déjà assez âgé. Il avait près de 80 ans. Et donc, on n'avait pas assez de souvenirs et de souvenirs fidèles aussi pour pouvoir raconter ça à la première personne. Alors, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas la bonne avenue. Alors, je me suis retrouché les manches et j'ai dit à l'éditeur, je vais faire une biographie politique à partir des interviews, mais aussi en ramassant d'autres matériels, en faisant d'autres interviews pour compléter les choses. Et d'ailleurs, ce qui a fait le livre aussi, c'est qu'on a découvert dans les archives du Nouveau-Brunswick à Fredericton une série d'interviews qui avaient été faites avec les proches de Robichaud, dont la plupart étaient déjà décédés, et qu'une recherchiste qui travaillait pour le projet a réussi à dénicher. Alors ça a été vraiment ce qui a ouvert beaucoup, si on veut, toute la richesse documentaire autour des dessous politiques, des grandes batailles sur l'égalité sociale ou sur la réforme de la fiscalité municipale, qui étaient des grandes réformes de Robichaud, aussi sur le jeu politique des campagnes électorales, où tout n'était pas non plus catholique, sans doute. Alors, donc, ça me permettait aussi d'ajouter du piquant et aussi d'un peu d'humain dans l'affaire. Alors, ça a été comme ça que les deux projets se sont différenciés un petit peu. Mais dans le cas de Robichaud, c'était aussi, la motivation, c'était aussi un peu un devoir d'acadien parce que Robichaud et ma mère se connaissaient parce qu'ils étaient du même village. Alors, à chaque fois qu'il voyait ma mère, tu diras à ton garçon qu'il a écrit un mauvais livre. Il aurait dû écrire sur moi, pas sur Hatfield. Alors, c'était devenu un peu une blague familiale, si on veut. Mais effectivement, c'était quand même un peu scandaleux qu'il n'y ait personne en français qui ait écrit en français sur Robichaud. Compte tenu de l'importance du personnage et de la révolution qu'il avait fait, parce que c'était une révolution. Alors donc, il y avait aussi ce devoir-là, un peu ce remords-là que je voulais quand même redresser. Je comprends la biographie de Richard Hatfield que vous avez faite donc pour le bénéfice de nos étudiants. Richard Hatfield a été premier ministre du Nouveau-Brunswick, je ne me trompe pas, de 1970 87. C'est ça. Et était donc au pouvoir très longtemps, mais il a connu une fin assez vertigineuse, on peut en parler. C'est quand même extraordinaire. Il faut se lever tôt pour réussir une chute aussi vertigineuse. Mais donc, quand vous avez abordé Richard Hatfield à ce moment-là, parce que ça n'a pas été Robichaud, ça a été d'abord Hatfield, c'était beaucoup à cause de l'actualité, j'imagine. Donc, est-ce que c'était un peu le journaliste qui se disait, il y a quelque chose d'assez... Il y a de la belle matière ici, j'aimerais creuser, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais faire pause et vraiment comprendre le personnage. Je sais pas, quelles sont les circonstances qui vous ont amené à écrire sur Richard Hatfield? Moi, j'étais étudiant à l'Université Laval en maîtrise, et Hatfield, on apprend dans le journal qu'il s'est fait arrêter, qu'on a découvert de la drogue dans sa valise lors de la visite de la reine à Fredericton. C'est sensationnel, c'est une nouvelle inouïe. Alors, des gens de la presse de Montréal qui m'ont téléphoné pour dire, on n'a personne pour couvrir, prendrais-tu un congé de tes études pour aller 2 semaines couvrir ce procès-là? Parce que j'avais déjà collaboré à la presse, alors c'était une occasion quand même en or. Et rendu à Fredericton, où j'ai rejoint Achille Michaud, mon ancien collègue et ami qui travaillait, lui, pour Radio-Canada au réseau, mais à partir de Moncton. Donc, on se retrouve dans la salle du tribunal la première journée. Et c'est bondé de monde, des curieux qui étaient venus des campagnes, des journalistes, mais il y avait des journalistes aussi, une dizaine de l'Angleterre, parce que c'était un crime de lèse-majesté que de se faire prendre avec du pot dans sa valise lors de la visite de la reine. Des gens du Daily Mail qui étaient dans le box des accusés parce qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Et à un moment donné, le premier témoin, c'était un agent de la GRC qui avait découvert la marijuana dans la valise, qui a été assermenté, qui a commencé à témoigner. Et comme on le fait habituellement,
ben, le juge lui a demandé, ou l'avocat lui a demandé, le procureur lui a demandé d'identifier le suspect. Il a pointé le premier ministre. C'est un moment un peu surréaliste. Et en revenant, après avoir fait nos papiers, à chez les mots, on s'est dit, mais finalement, quel moment quand même inouï. Mais sais-tu, on ne connaît rien de cet homme-là, finalement. Alors, ça a été ça un peu l'impulsion de fouiller ça et d'écrire un peu plus. Mais c'est aussi ce qu'on a tenté, ce qu'on a voulu faire aussi, parce que Hatfield avait quand même un personnage qui jouait sur tous les tableaux. C'était quand même un royaliste du village le plus anglo-saxon du Nouveau-Brunswick, Heartland, mais qui avait aussi un penchant pour les Acadiens, pour la musique d'Edith Butler, qui voyait René Lévesque quand il venait à Québec. D'ailleurs, on va vendre le punch, mais il détenait même une carte de membre du Parti québécois, en secret, comme un objet de collection pour, je ne sais pas, désobéir un peu. Enfin, on ne sait pas, mais c'était un genre de personnage comme ça qui... Et son succès politique, parce qu'il a quand même fait 4 mandats, c'est quand même pas rien, 17 ans, un personnage qu'on voyait dans les discothèques au Studio 54 à New York avec les Rolling Stones, on le voyait à Montréal dans une partie des Canadiens, on voyait au défilé de la Saint-Jean, il apparaissait un peu partout comme ça, et qui dirigeait le Nouveau-Brunswick, une province assez traditionnelle où il ne se passe pas grand-chose. Alors on s'est dit, il y a une matière là énorme à découvrir, mais comme je dis, c'est du point de vue aussi de la communauté acadienne, qui a quand même, parce que Hatfield, il faut le savoir, est allé faire élire des députés pendant bien des années dans des comtés qui n'avaient jamais voté conservateur depuis la Confédération. Alors, s'il y avait quelque chose qui se passait là. Et donc, il y avait un jeu politique aussi qui était fort intéressant. Et donc, on trouvait qu'il y avait matière à plus que la biographie d'un premier ministre d'une province. Bon. Voilà pour Hatfield. C'est absolument fascinant, si je peux mettre la main là-dessus. En tout cas, moi, je connaissais un peu l'histoire d'Hatfield, mais c'est tout un personnage. Puis le rapport avec... Il y a une scène qui me marque, je l'ai dit comme ça, là, mais quand il serre la main de Lucien Bouchard le 24 juin 1990 dans les rues de Montréal, c'est complètement... Ben oui, il était au défilé de la Saint-Jean en 90, c'est au lendemain de la mort de Mitch. Alors, il apparaît un peu comme Charlie. On dit oui Charlie, oui Hatfield, mais il sort toujours à des endroits qu'on ne pensait pas possible. Serrer la main, chez moi, ça m'a sidéré. Mais c'était aussi son... Parce que c'était... Puis d'ailleurs, on l'a su par des proches, mais Hatfield aimait dans les grandes occasions là où ça se passe. Il allait au match de la Coupe Grey chaque année alors qu'il n'avait rien à cirer du football. C'était pas sportif du tout. Mais c'est parce que c'était un grand événement, puis il aimait être dans la foule, puis il aimait vivre ces événements-là. Alors, c'était un peu aussi le groupie chez lui qui faisait ces choses-là. Et pour la petite histoire, quand il a été défait finalement en 87, il a perdu tous les sièges. Les libéraux ont gagné 58-0. C'est comme défaite, Non, mais il n'y a pas de période il n'y a rien. Non, mais McKenna, à l'époque, il a remplacé, a dû désigner des députés derrière bord pour poser des questions au gouvernement. C'est un peu surréaliste, mais bon. Mais, non, c'est extraordinaire, ça. Mais ce cas d'Hatfield est vraiment fascinant. Mais vous disiez, par contre, qu'on va aller vers Robichaud ensuite, mais Hatfield, au fond, ne vous a pas vraiment parlé. Il me semble que dans le texte, il y a quelques moments, vous avez pu lui parler quand même. Comment? Il nous a donné une interview d'1 heure quand on était déjà en train d'écrire le livre, à la toute fin. Alors, mais ça a été assez... on est resté beaucoup sur notre fin. Ouais. On n'a pas s'ouvert beaucoup. Donc ça n'a pas été très lumineux de ce côté-là. D'un autre côté, je veux dire, quand on fait de la biographie, il y a 2 façons. Et parfois, on peut faire un travail aussi intéressant si la personne ne parle pas. Lorsque la personne parle, il y a un des grands journalistes américains, son nom m'oublie, son nom m'échappe, mais qui a travaillé longtemps pour le New Yorker. Et on lui a demandé un article de Frank Sinatra. Alors, il s'en va, il y a l'approbation de l'entourage de Sinatra, il s'en va à Los Angeles, il passe presque un mois là-bas, et Sinatra ne lui parle pas.
Et l'article du magazine, qui est un des meilleurs articles, une des meilleures biographies en termes de magazine aux États-Unis, qui a encore enseigné dans les facultés, s'intitule « Frank Sinatra has a cold ». Frank Sinatra a le rhume. Parce que c'était toujours le prétexte qu'il donnait pour ne pas parler. Alors, mais il a passé du temps avec la femme qui s'occupait des perruques de Sinatra, avec son chauffeur, son garde du corps. Alors donc, on a eu un portrait beaucoup plus complet et intéressant de Sinatra que si finalement il y avait eu l'interview. Alors parfois, ça donne un résultat différent, mais c'est pas toujours un handicap. Parce qu'on Oui, vas-y, Claudie. Claudia, pardon. À propos de ça, étant donné que la personne ne vous parle pas, c'est comme si elle était décédée, mais en même temps, elle est vivante. Est-ce que ça crée un problème éthique d'aller chercher les anecdotes? Ben, pas vraiment. Je veux dire, c'est sûr que les gens parlent moins quand la personne est vivante que si elle est morte. Mais ça fait partie des aléas ça fait partie des aléas. Et on ne fait pas non plus... On n'est pas des historiens professionnels. Donc, on n'a pas la même, si on veut, la même déontologie que des historiens. Bon, on vérifie nos sources, puis on s'assure qu'il n'y a pas de fausseté là-dedans. Mais c'est pas la même rigueur historique, si on veut, de construire une époque ou tout ça. On reste journaliste quand on fait de la biographie de ce type-là. Robichaud. Évidemment, vous disiez à la blague, c'est peut-être pas une blague non plus de votre mère. Donc, quand Robichaud la voyait, disait « Ton fils me fait le mauvais livre en écrivant sur mon adversaire, qui m'a défait finalement en 70. » Mais comment on aborde un monument comme ça? Et question aussi que je me pose, vous faites paraître cette biographie en 2004 chez Leméag, donc au Québec. Comment la distance est bénéfique de ne pas être en Acadie? En même temps, comment ça a été reçu en Acadie? Parce que le livre sur Hatfield, si je ne me trompe pas, a paru chez Libre Expression, mais aussi Acadie, les éditions de l'Acadie. Donc là, c'est un choix éditorial, on est à Montréal. Qu'est-ce que ça donne? Puis comment on prête le flanc à certaines attaques avec un tel choix? Ben là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de... Parce qu'il y a eu 2 éditions de Robichaud, une avec les éditions de la francophonie, qui est un éditeur acadien, mais qui vivait à Lévis, qui publiait donc beaucoup pour le marché francophone au Québec. Donc, il y a eu 2 éditions. Il y a eu cette édition-là et une coédition séparée avec le MEAG. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est qu'on a demandé à Antonine Maillet d'écrire la préface du livre. Et lorsqu'elle a lu le livre, elle a dit « ça n'a pas de sens que ce soit juste publié chez nous, il faut le publier ». Alors, c'est comme ça que ça a fonctionné, mais il n'y a pas vraiment eu de problème à ce niveau-là. Robichaud, c'est aussi que, comme je disais, moi je trouvais que c'était un peu dommage qu'on n'ait pas écrit son histoire en français, surtout que le temps passait. Et surtout que ça a été une époque quand même exceptionnelle. Et ce qui y avait d'intéressant dans ce qu'on a fait de ce que j'ai fait sur Robichaud, je voulais vraiment le mettre dans le contexte de son époque aussi. Parce que Robichaud avait étudié sous Georges-Henri Lévesque à Laval. Georges-Henri Lévesque, c'était aussi le père de la Révolution tranquille. Hein? Les ténors de la Révolution tranquille, Maurice Lamontagne, les autres qui étaient les grands mandarins sous le Sage, étaient tous les élèves de Georges-Henri Lévesque. Alors Robichaud et quelques autres Acadiens aussi étudiaient en même temps, à la fin des années 40, début des années 50, juste avant pendant la grande moisson du Plessis. Alors donc, c'était le même programme social que Robichaud a fait au Nouveau-Brunswick que le Sage et son équipe du Tonnerre ont fait à Québec. Sauf que, ici, il y avait un consensus social sur le besoin de faire ces réformes-là, de sortir de cette époque-là, alors que Robichaud, au Nouveau-Brunswick, était tout seul. Écoutez, non seulement il était le plus jeune premier ministre de l'histoire de la province, mais il était le premier catholique et le premier francophone à avoir été élu. Alors vous imaginez la difficulté, et puis même à l'époque, ce qu'on appelle la patente, qui était le gouvernement un peu parallèle des Acadiens, ne croyait pas beaucoup à Robichaud. Pour 2 raisons. Parce que quand Robichaud a été élu, eux ne pensaient pas qu'il était un peu défaitiste, ils ne pensaient jamais que c'était possible. Alors ils lui ont dit, Louis, là tu vas faire toutes tes réformes dans le premier mandat parce que tu ne gagneras jamais un 2e mandat.
Alors, il faut vraiment que tu fasses tout maintenant pendant que c'est possible. Bien, c'est pas comme ça que je vais réussir. Moi, c'est un programme de 10 ans que j'ai. Puis vous verrez, je vais me faire élire, parce que c'était un peu tête de cochon, un peu Robichaud. C'était pas... non, c'était exactement. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dit, bien écoutez, moi, je suis pas le premier ministre juste des Acadiens. Je suis le premier ministre de toute la province. Vous allez comprendre ça. Et donc, ça, c'était aussi toute une affirmation à faire. Parce que bien les Acadiens, surtout l'establishment, se disaient, bon, ben, on a notre homme au pouvoir pendant 4 ans, ça va durer 4 ans, c'est fini. Alors, il dit non, moi, je ne suis pas le premier ministre seulement des Acadiens. Puis, ces réformes n'étaient pas, oui, on bénéficiait beaucoup aux Acadiens. Bon, la création de l'Université de Moncton, c'est la chose dont il était le plus fier. Parce que, mais c'est aussi, ce qui combattait Robichaud, c'était la disparité et l'inégalité. Alors, c'est sûr que les Acadiens étaient très lésés dans bien des domaines. Celui de l'éducation supérieure, par exemple, il y avait l'Université du Nouveau-Brunswick, UNB, qui recevait une subvention annuelle du gouvernement, alors que les collèges classiques acadiens, qui étaient les collèges sous les pères Udis, les Sainte-Croix et les autres, ne recevaient pas de financement de la province. C'était un handicap majeur, vous comprenez. C'est pour ça que les Robichaud et eux autres se sont trouvés à l'Université Laval. Et d'ailleurs, c'est une bénédiction parce que si Robichaud avait fait que le cours classique au Nouveau-Brunswick, il n'y aurait pas eu l'architecture intellectuelle et académique pour pouvoir développer ce programme-là. Mais l'autre grande réforme, c'était celle sur la taxation municipale. Parce que c'était les comtés, à l'époque, la base fiscale d'un comté était ce qu'il pouvait retenir comme base de ses commettants. Alors, il y avait un cercle vicieux d'appauvrissement. Les comtés les plus pauvres avaient une base fiscale moins élevée que les autres comtés plus riches. Et plus ça allait, plus ça diminuait. Donc, les régions côtières acadiennes étaient parmi les pires, mais pas les seules, parce que en dehors des villes anglophones aussi de Fredericton, de Moncton, de Saint-Jean, il y avait des comtés anglophones qui étaient hyper pauvres aussi. Alors donc, moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais tout jeune, les gens abandonnaient leur propriété et déménageaient aux États-Unis parce qu'ils ne pouvaient plus payer les taxes foncières. Alors donc, Robichaud a dit, ça n'a pas d'allure. D'une part, il faut que la fiscalité soit la même pour tout le monde, ce qui était révolutionnaire. Et ça a été le projet de loi fondamental de sa révolution, son programme « Chance égale pour tous ». Mais ce n'était pas juste chance égale pour des Acadiens, c'était chance égale pour tout le monde qui n'était pas égal. Et donc, ça a été sa grande bataille. Et surtout, et ça fait partie de l'histoire du livre aussi, parce que c'est toujours en filigrane, que celui qui s'opposait le plus à ça, c'était Casey Irving, qui dominait l'économie de la province. 40% du PNB du Nouveau-Brunswick, c'était Casey Irving. Une personne sur 6 qui travaillait au Nouveau-Brunswick travaillait pour Casey Irving. Alors lui, qu'un jeune blanc-bec comme ça arrive pour lui dire, tu n'auras plus le monopole d'accès aux terres de la couronne pour la coupe du bois, on va partager ça. On va construire une fonderie à Belle-Lune au Nouveau-Brunswick, mais tu n'auras pas le contrat. Et donc, c'était une guerre épique. Alors, il se trouvait seul. Alors, donc ça a été ça un peu Robichaud. Et donc, c'est ce que j'ai voulu raconter. Mais dans le contexte du fait aussi que cette origine-là, ce ferment-là qu'il y avait à l'Université Laval a été fondamental à ce qui est devenu Robichaud. Et ça, on ne l'avait pas fait. Il y avait une biographie de Robichaud qui avait été faite en anglais, mais l'angle n'était pas le même. C'était le Nouveau-Brunswick, ce qui est correct. Oui, bien sûr. Bon. Un petit peu surpris, M. Cormier. La petite histoire dit que c'est la patente qui a placé M. Robichaud. Ah non. Hein? Pas du tout. Pourtant, ça se raconte de partout. En tout cas, ça va sortir. Il y a des gens qui vont faire des... Juste pour le bénéfice des étudiants, la patente, on parle ici, si je comprends bien, de l'ordre de Jacques Cartier, dont mon grand-père était membre. Je ne suis pas supposé le savoir. Il ne voulait pas que j'en parle. Il est décédé, ça va. Mais donc, l'ordre de Jacques Cartier, rapidement, est un organisme qui a été fondé au début du 20e siècle, ma mémoire est exacte. L'idée, c'était donc de placer les Canadiens français dans des lieux stratégiques du pouvoir fédéral. À Vanier. Oui, mais mon grand-père avait été initié par le Lionel Groulx. Enfin, c'est une petite histoire. Excusez-moi, je retourne à votre... Mais Louis Robichaud en faisait partie.
à l'époque, mais il a démissionné. Aussitôt qu'il est devenu chef du Parti libéral, il a démissionné de la patente, il a dit là, je peux plus, moi je suis le chef du Parti libéral, je peux pas faire partie de ça. Et non, le succès de Robichaud, quand il a décidé d'être candidat à la chefferie du parti, ben, il a passé 6 mois dans sa voiture, vers le tour de la province, pour rencontrer tous les gens, toutes les associations du comté, puis tout le monde, pour vraiment avoir un contact direct avec les membres du Parti libéral. Que c'est la même chose quand il est devenu chef libéral, il a fait la même chose, une deuxième tournée, comme chef du parti, pour s'assurer de l'organisation des comtés, de choisir des candidats. Alors la patente, à ce moment-là, n'était pas dans le jeu. Bon, il y a des gens qui l'aidaient et ça, mais c'est sa propre détermination, puis son travail vraiment, là, aura d'Hippocrate qui l'a fait élire, parce que même quand le Parti libéral s'est réuni à Fredericton pour le congrès à la chefferie, Robichaud avait dit « je vais gagner », mais personne n'y croyait. Et il savait le nombre de délégués pour chacun des candidats. Et le samedi soir, ou le vendredi soir, je pense, quand l'état-major du parti, mais de Saint-Jean, s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les chiffres que Robichaud allait remporter, ils ont tenté de convaincre un ancien ministre libéral de se porter candidat sur le parquet du Congrès pour bloquer Robichaud. Alors, puis même les Acadiens qui étaient là ne pensaient pas que Robichaud allait gagner. On va lui donner notre vote au premier tour, mais au deuxième tour, on va se ranger derrière l'autre. Alors, il est devenu premier au premier tour, et au deuxième tour, il a remporté la même, mais au lendemain, c'était comme un lendemain de brosse un petit peu, parce que les gens se sont dit, c'est beau, là, mais 32 ans, catholique, francophone, on s'en va dans le mur. Alors voilà. Mais c'était un campaigner aussi. Robichaud, c'est un personnage. Si vous avez l'occasion d'aller voir des films, il doit en avoir sur YouTube un peu. C'était un orateur né, mais, comme je dis, quand il était à l'Université Laval, il passait la moitié de son temps, bon, donc, il n'était pas toujours assidu pour assister aux cours. Ça l'emmerdait un peu. Alors, il attendait souvent Georges Lévesque à la porte de son bureau pour parler. C'était plus comme ça qu'il a repris les enseignements de Georges-Henri Lévesque que dans les manuels, si on veut. Mais la moitié du temps, il séchait ses cours pour aller assister au débat de l'Assemblée nationale entre Maurice Duplessis et Adélard Godbout. Parce qu'il s'est dit, c'est beau, Georges-Henri Lévesque, il faut qu'on soit des acteurs du changement social, mais tu ne fais pas ça si tu ne fais pas de politique. Il y a une façon de faire ça, c'est de faire de la politique. Il faut apprendre à faire de la politique. Alors donc, il assistait à ça, un peu comme Hemingway assistait au combat des matadors pour voir la science, si on veut, de ça, si tu veux. Alors, et d'ailleurs, Robichaud, c'est un style un peu vieux, si on veut. T'sais, il roulait ses R, là, exagérément, puis il mettait des E à peu près à chaque mot, là. Entre chaque mot, là, il faut pour cadencer ça. Alors, c'était développé un style qui était un petit peu vieillot, surtout pour aujourd'hui, mais qui à l'époque fonctionnait. Alors, puis d'ailleurs, en 60, ce qui est arrivé aussi, c'est encore moins que la patente qui était là-dedans, c'est un gars qui s'appelle Ned Béliveau, qui était un journaliste du Toronto Star, qui avait quitté ça pour faire des relations publiques puis de la communication politique pour Lester Pearson, qui est venu au Nouveau-Brunswick faire la campagne de Robichaud. Alors, Robichaud avait appelé Pearson, puis il avait dit, écoute, je pense que j'ai une chance, mais ça me prend quelqu'un qui connaît ça, ça me prend un Ned Béliveau. Mais j'ai pas l'argent. Ça coûte 10 000 $. Puis 10 000 $, à l'époque, c'était de l'argent. Alors, Pearson a dit, je t'avance de 10 000 $, puis je t'envoie un Ned Béliveau. Alors, Béliveau est arrivé, puis finalement, un peu comme aux États-Unis en même temps, parce que c'était l'époque aussi. Robichaud s'est fait élire en même temps que Jean Lesage puis que Kennedy. Hein? On oublie ça parfois, mais il y avait quelque chose dans l'époque où des nouveaux leaders avec un nouveau style. Puis, alors, Robichaud, c'était le début de la télévision aussi. Et alors, il ne manquait jamais une chance de passer à la télé. Puis ce que Béliveau lui avait appris aussi, c'est que quand tu es à la télé, tu ne fais pas un discours comme si tu étais devant 1000 personnes. Tu parles à des gens comme s'ils étaient en face de toi. Tu baisses le ton. C'est pas grandiloquent, tu gesticules pas. Et ça, il avait pris ça d'instinct, si on veut.
Alors donc, ça a été aussi une grande avancée. Puis Robichaud me l'a dit, il dit, c'est la télévision qui m'a fait lire. Parce que là, on pouvait joindre tout le monde, puis les gens avaient l'impression que je leur parlais à chacun d'entre eux. C'est fascinant, ça ramène aussi à Kennedy, qui a gagné contre Nixon, notamment dans ce fameux débat télévisé, et même Jean Lesage au Québec contre Daniel Johnson en 62, qui avait compris un peu le principe, c'est-à-dire va passer quelques jours Jean sous une lampe pour avoir un beau teint, tandis que Johnson avait l'air d'avoir chaud, était blême. Mais c'est extraordinaire de voir comment aussi, on l'oublie, mais c'est ça, cette histoire-là n'est pas en vase clos, c'est des gens. Donc c'est intéressant dans votre biographie, vous mettez bien ça en relief. Oui, c'était l'époque où, je veux dire, c'est aussi le Robichaud a pris le Nouveau-Brunswick, qui était un peu dans le 19e siècle, puis il l'a amené dans la modernité. Parce que c'était l'époque où, tu sais, c'était Spoutnik. Écoute, les Russes envoyaient des gens dans l'espace, et les gens voyaient ça. C'est l'Évangéline, là, quand Albert Camus est mort, c'était la première page de l'Évangéline. Alors donc, il y avait un ferment qui se passait. Puis c'était aussi le fait que les problèmes de société étaient de plus en plus complexes, et ça prenait vraiment un État organisé avec une fonction publique digne de ce nom pour gérer les problèmes. Je veux dire, le grand slogan sur lequel Robichaud s'est fait élire, c'était sur le programme d'hospitalisation, d'assurance maladie. Alors, Fleming, qui était le premier ministre conservateur, était contre. Il dit, les gens ont juste à se payer un docteur, puis c'est comme ça que ça a toujours marché. Robichaud a dit, c'est pas égal, c'est pas normal. Ça, c'est une responsabilité de l'État, comme l'éducation supérieure. Comme il faut avoir une fiscalité centralisée qui permet au gouvernement central, provincial, d'organiser les services pour tous les citoyens de la province. Mais c'était l'État moderne, si on veut, qui arrivait. Robichaud n'avait pas inventé ça. Ça se passait un peu partout, si on veut. Mais il avait quand même su donner une voix à ça, et un visage et un message. Et donc, son grand slogan en 1960, c'était celui sur l'assurance hospitalisation, parce qu'à l'époque, la manière que c'était financé, que Fleming voulait financer ça, il voulait imposer une taxe de 50 $ à chaque famille, peu importe le revenu. Alors, c'était complètement... puis les enfants aussi de plus de 25 ans qui vivaient à la maison devaient aussi payer une surtaxe. Alors, comme les pauvres vivaient sur des fermes, puis souvent le fils aîné ou 2-3 enfants travaillaient à la ferme, ben, ils se trouvaient à payer peut-être 150 $, alors qu'un multimillionnaire de Saint-Jean payait 50 $. Et Robichaud, à l'époque, se plaisait à faire campagne avec un des grands financiers de Saint-Jean, qui était libéral, qui était sur l'estrade, puis il servait un peu de faire valoir en disant, écoutez, imaginez, lui là, il est plein d'argent, millionnaire, puis il paierait le même 50 $ que vous autres. Trouvez-vous ça normal? Trouves-tu ça normal, toi? Puis il disait, ben non, ça n'a pas de sens. Alors donc, il y avait tout un théâtre politique aussi qui rendait ça tellement sans appel, ce message-là, que finalement, ça a passé. Ça a très bien passé. Mais c'était aussi cette époque où, comme je dis, un peu partout en Occident, la gouvernance de la société s'organisait. Alors, c'était normal qu'on ne pouvait plus laisser la taxation aux administrations municipales. C'était normal qu'on ne pouvait pas laisser l'éducation supérieure aux congrégations religieuses, quoi qu'ils avaient fait quand même beaucoup, qu'on ne pouvait pas laisser le système de santé au privé. Et alors donc, c'était tout ça, Robichaud, à l'époque. Oui. Faire une biographie, on en parlait un peu tantôt, c'est aussi créer un récit, c'est choisir un fil narratif, des fils narratifs. Si vous comparez Hatfield et Robichaud, quels ont été les défis narratifs? Comment on construit des arcs, en quelque sorte? Est-ce que vous l'avez abordé d'une manière analogue ou un peu déjà ce que vous me disiez tantôt, à savoir que il faut référer, par exemple, aux origines du Père Lévesque. Comment vous avez envie, c'est une grosse question, j'en conviens, mais quels sont les défis narratifs, je vais le dire comme ça, ou peut-être juste de Robichaud, si c'est plus clair à votre... Non, c'est intéressant les deux, parce que finalement, Robichaud, c'était plus facile parce qu'il y avait un début puis une fin. C'était 10 ans, puis il y avait un programme politique qui est établi et qui a mené jusqu'au bout, avec une défaite électorale un peu normale, mais ça ne s'est pas terminé comme Hatfield.
Donc, la narration, le fil narratif était plus facile. Dans le cas de Hatfield, c'est une vie un peu plus pêle-mêle. Hatfield était comme ça, était moins organisé. Alors, donc, on a fait des chapitres. Robichaud, c'est linéaire. Le livre commence sur sa dernière journée avant qu'il donne le bureau du premier ministre à Hatfield, mais à partir de ce moment-là, là, chronologique, mais avec quand même certains points forts. Par exemple, il y a eu une élection sur la question d'un moulin à bois, c'était une élection contre Irving. Ça faisait 2 ans qu'il était au pouvoir. Et finalement, les conservateurs réclamaient une commission d'enquête parce qu'ils disaient qu'il y avait un scandale, l'histoire conflit d'intérêts. Alors, Robichaud a dit, très bien, on va en faire une commission d'enquête avec le peuple. Alors là, les gens pensaient qu'il était fou, là. Surtout, écoute, Clément Cormier, qui était le père Clément Cormier, qui était en train de fonder l'Université de Moncton. Et là, il était assis en chambre, il était assis à la tribune de l'Assemblée législative parce que c'était le jour où le projet de loi pour fonder l'Université de Moncton devait passer en chambre. Et Robichaud, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vote pas sur le projet de loi. Il dissout l'Assemblée pour faire une élection référendaire sur un moulin à bois. Alors, Cormier a dit, il est fou, mais je pensais me jeter dans la rivière Saint-Jean parce que c'était fini. Mais Robichaud a augmenté sa majorité d'un siège, puis là, finalement, il y avait un autre mandat de... Bon, c'était ça, Robichaud aussi. Il joué au poker, si on veut. Alors donc j'ai fait des chapitres quand même sur des moments forts. Toute la question, par exemple, de Robichaud, les Acadiens, le nationalisme et tout ça. Bien, c'est à travers, il y a un chapitre qui s'appelle « La revanche du général ». Puis c'est quand De Gaulle, un peu pour faire un pied de nez à Trudeau, après l'incident de l'hôtel de ville à Montréal, a décidé d'inviter des émissaires acadiens, puis il leur a fait une visite digne d'un chef d'État. Défilé motorisé sur les Champs-Élysées, ils ont déposé une gerbe de fleurs au monument du soldat inconnu, ils ont reçu à manger à l'Élysée. Écoute, c'était inouï. Alors, les 4, puis c'était ceux qui avaient étudié ici, Léon Richard, Adélard Godbout, il y avait aussi Gilbert Fine, puis je me souviens plus, puis l'autre... Il y avait Léon Richard, c'est ça. En tout cas, alors, c'était vraiment pour... Alors, le chapitre commence là-dessus. Le retour, écoutez, les gens, il y avait des milliers de personnes à l'aéroport de Moncton pour accueillir ces héros-là de l'Acadie qui s'étaient fait reconnaître par le président Charles de Gaulle. Inouï. Avec la petite bataille, évidemment, avec Ottawa, Robichaud était furieux. Il était furieux parce que lui n'avait jamais eu ces honneurs-là, pas été invité, puis en plus, il savait très bien que c'était c'était un jeu fédéral, avec le gouvernement fédéral. Mais à travers ça, si tu veux, j'aborde la question aussi des relations entre les francophones et les anglophones, la question aussi du séparatisme, parce que Robichaud, il unissait les séparatistes québécois. Écoute, il se réveillait à lui pour haïr René Lévesque et les autres. Là. Alors donc, il y avait ça aussi, c'est un fédéraliste, tu comprends, qui est très, très convaincu. Alors donc, à travers cette visite-là, ça permet d'amener ça, puis ensuite d'amener aussi toute la question de l'Université de Moncton, parce qu'il y a eu, en 70, la révolte des Acadiens, des jeunes, des étudiants de l'université qui ont paralysé avec une grève étudiante. Et là, Robichaud était furieux, furax. À un moment donné, il voulait fermer l'université. Fermer ça, ça finit, c'est pas ça pour ça qu'on a créé ça. Alors, tu sais, il était un homme quand même assez fougueux. Mais l'université aussi bénéficiait des subventions que De Gaulle avait annoncées lors de la visite des 4. Ils ont envoyé des profs, des coopérants qu'on appelait français, enseigner la sociologie à l'Université de Moncton. Donc, c'était mai 68 en France et tout ça. Alors, tu vois, c'était Berkeley, c'était tout ça. Oh, oui. Alors, puis, ce qui était important là-dedans, c'était que c'était la première contestation acadienne de ce que Robichaud avait fait. Parce qu'avant, même si la patente, finalement, n'aimait pas tout ce qu'il faisait, il était quand même solidaire de Robichaud. C'était un des nôtres. Mais là, c'était la première fois que Robichaud se faisait, et tout ce qu'il représentait, tout son programme, tout son nationalisme, toute sa stratégie politique, de la bonne entente avec les anglophones, d'être le premier ministre de tout le monde, ça, c'est tout ça que les étudiants acadiens aussi remettaient en question, si tu veux. Alors, maintenant, au côté, comme j'écris dans le livre, tu sais, au moins, tu sais, ils avaient lu Marx à Moncton plutôt qu'à Montréal.
Puis c'était aussi une grande avancée pour l'Acadie, parce que ces gens-là, ces contestataires-là, sont devenus ensuite ministres dans le gouvernement libéral de McKenna. Alors, avec une éducation qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et donc, c'était difficile pour Robichaud de voir aussi loin que ça à ce moment-là, quand il était en maudit, mais c'était un peu le fruit aussi du fait qu'il avait ouvert l'Acadie aux influences mondiales. Donc, je raconte ça à travers ce chapitre-là. Donc, ça faisait une trame narrative très, un peu croustillante un peu, parce que là, tu commences à avoir des choses intéressantes. Puis, alors, voilà. Puis dans le cas d'Hatfield, donc vous dites que c'était plus mêle-mêle. Mais parce qu'à Hatfield, c'était des avancées, des reculs, c'était un paradoxe ambulant à Hatfield. Donc, on part évidemment, le livre commence dans la salle du tribunal quand l'agent de la GRC le pointe du doigt. Et ensuite, on remonte. Mais là, tu remontes aussi l'histoire. Tu sais que ça va mal se finir, parce qu'on sait déjà qu'Hatfield a perdu tous les sièges, là, 17 ans plus tard. Alors, c'était un peu la chronique d'un désastre politique annoncé. Mais à travers tout ça, on fait le fait de... c'est quand même l'habilité de Hatfield de survivre. C'est un survivant exceptionnel, parce que en 1974, bon, il y a eu des fiascos. Je ne sais pas si vous connaissez la voiture Bricklin. Ah! Écoute, c'était un financier, une espèce de, comme on dit chez nous, un pédeleux irlandais qui avait développé une voiture qui s'appelait la Brooklyn avec des portes comme des ailes de goéland. C'était magnifique. C'était la voiture, ça devait remplacer la Lamborghini. Et il ne trouvait pas vraiment de preneur, sauf que Hatfield a décidé de lui donner 20 millions pour qu'il développe la Brooklyn et qu'il la bâtisse au Nouveau-Brunswick. Ça a été un fiasco total. Il en a bâti une dizaine, puis ça finit dans la faillite totale. Alors, Hatfield, malgré ça, a réussi à survivre à un scandale industriel comme ça, qui était... C'était plus grand qu'ailleurs. C'était d'une autre nature. C'était pas un moulin à bois, ou c'était pas un pipeline qui pète, ou c'était pas un bateau qui chavire. C'est une voiture comme ça qui ne marche pas. Et ensuite, 2 ans plus tard, ça a été le scandale de l'affaire Atkinson, où le bailleur de fonds principal du Parti conservateur s'est fait prendre à faire du trafic d'influence. Et le type, il avait tout gardé, tous les reçus frauduleux, là, tout indexé dans son bureau. La GRC est descendue dans le bureau, ils ont pris les classeurs, toute la preuve était là. Tout le monde qui avait fait des dons illégaux, qui était responsable de quoi, et tout. Il y a eu une commission d'enquête qui, finalement, a fini un peu en queue de poisson, et Hatfield, miraculeusement, s'en est sorti. Et ensuite, il y a eu toute sa relation aussi avec les Acadiens, qui jouait vraiment habilement sur tous les tableaux. Parce que ça a été très habile aussi d'avoir l'appui des Acadiens, mais c'était toujours en promettant plus qu'il livrait finalement. Puis, alors, Lise Bissonnette avait dit de Hatfield, puis de notre biographie à l'époque, c'est l'histoire du Canada le plus sympathique qui rate sa chance. Finalement, parce qu'il avait promis l'égalité, il avait promis toutes sortes de choses, puis finalement, c'était toujours moins que ce qu'il avait prévu, promis. Les gens le trouvaient sympathique pareil, parce qu'il allait dans leur festival, puis il aimait Edith Butler, puis bon. Alors, il y avait cet aspect-là de Hatfield aussi. Puis il y avait aussi le Hatfield du scandale de drogue. Et ça, c'est le dernier scandale qui n'a pas réussi à survivre. Mais ça, c'était aussi toute sa relation un peu bizarre avec la royauté et avec le fait qu'il fumait du pot aussi, puis il faisait autre chose. Mais... Alors donc, ça a été des moments Hatfield, si on veut. C'est des moments qui sont quand même chronologiques dans le sens où c'est l'histoire du beau jeune homme premier ministre qui représente les années 70 aussi, le Flower Power. Ah oui, il était aussi à la première de Hair à New York, tu comprends, l'iconique musical à l'époque. Alors, les gens savaient qu'il était là. Alors, c'était bon, la province. C'était un gars, il est hot, notre premier ministre. Mais ça se met aussi les germes de sa déchéance un peu plus tard. Alors ça a été ça un peu la différente trame narrative de... Comment on aborde des sujets comme, évidemment, l'homosexualité, plus ou moins, je ne sais même pas si avéré d'Hatfield, en tout cas, on sait qu'il était homosexuel. Bon. Mais vous le faites très habilement dans la biographie, il me semble. Mais ça devait être difficile à faire à une époque où, justement, où là, les années 80, c'est pas évident, là. Puis c'est pas plus évident parfois aujourd'hui, là.
Ben, ça serait peut-être plus aujourd'hui si on faisait le livre, mais à l'époque, c'était très difficile. Surtout qu'il y avait un tabou total là-dessus. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ne voulaient pas nous parler. Parce qu'il y avait peur que ce soit un livre à scandale là-dessus. Mais nous, on ne voulait pas non plus... on l'évoque quand même entre les lignes, mais ce n'était pas non plus déterminant, dans le sens de... Alors, donc, on voulait faire un livre qui était un peu plus... sérieux dans ce sens-là, de la biographie, dans le contexte de ce qu'était le Nouveau-Brunswick et comment Hatfield fitait ou pas dans cet environnement-là, dans cet univers-là. Mais on avait décidé de ne pas en faire le point central du livre, parce qu'à notre avis, la vie personnelle ou l'orientation des gens, l'orientation sexuelle des gens n'est pas d'intérêt public, à moins que ça devienne un enjeu tellement important que ça empêche le premier ministre de fonctionner. Bon. Alors, ça a été ça un peu C'est un choix qui est quand même difficile, au sens où, comme vous le dites, on le comprend en lisant la bio, mais vous faites vous ne pouvez pas l'éviter complètement, mais en même temps, vous faites le choix, évidemment, de ne pas centrer, ce qui est quand même très habile, je dois dire, parce que c'est pas... surtout à l'époque, ça devait être assez difficile. On nous l'a reproché. Je me souviens que la critique dans un des journaux de Toronto, c'était « Still in the closet ». Alors, bon, c'est ça. Pas ça le but du tout. Non, mais ça risquait aussi d'occulter le reste. Alors, c'est ce qu'on a fait comme choix, mais bon. Un autre choix aurait pu être légitime aussi, mais nous, c'était pas celui qu'on a fait. Ouais. On parlait tantôt de biographie, de modèles biographiques, on a parlé un peu de biographie américaine. Est-ce que vous êtes encore un lecteur de biographie politique? Est-ce que vous en consommez beaucoup? Est-ce que les modèles de manière un peu carrée, on pourrait dire qu'il y a une manière de faire à la française, une manière de faire à l'américaine? Bon, c'est un peu carré comme façon, mais grosso modo, je pense que votre approche est plus américaine, mais je ne sais pas ce que vous pouvez dire de ça. Oui, bien moi, je suis un adepte de ce qu'on appelle le journalisme littéraire, ou le literary non-fiction, qui est une école beaucoup américaine, qui emprunte aussi aux techniques du roman pour justement raconter ou écrire sur la politique, sur la société ou sur la vie des personnages publics. Alors, l'idée, c'est de faire à la fois d'utiliser à la fois du dialogue, développement des personnages, description des lieux, puis aussi une trame narrative où il y a une espèce de suspense, disons, au moins une espèce d'expectative sur les événements, donc de faire, et de pas changer les sujets en faisant des sous-titres de chapitres, là, mais en faisant une transition qui est plus naturelle, si on veut. Alors c'est... je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on baigne dans cet environnement ici, en Amérique du Nord, en plus. Tu sais, il y a aussi un peu de folklore au sujet-là. Tu as des grands journalistes français, comme Kessel, comme Albert Londres, qui étaient les grands de l'époque, du début du siècle, qui fonctionnaient de la même façon aussi. C'est après que ça s'est un peu, si on veut... changé en France, mais il y a une longue tradition, puis il y a une longue tradition aussi, surtout aux États-Unis, de fonctionner comme ça. Moi, à mon avis, pour moi, je trouve que c'est une façon plus facile de rendre compte des choses, de bâtir, d'insérer des éléments quand même assez sérieux et plus didactiques dans la vie d'une personne, dans une trame. Mais pour ce qui est de la lecture, oui, je lis beaucoup d'histoires, je lis beaucoup de biographies. Mais quand j'étais journaliste, ça, il faut que je m'habitue à ce terme-là aussi. Mais quand, par exemple, pour vivre en Russie, en Chine, en France, je m'inspirais beaucoup de littérature. Tu sais, quand on lit Dostoïevski et puis Tolstoï, on comprend la Russie d'aujourd'hui aussi, avec des références littéraires qui sont intéressantes. Alors, donc, je me suis toujours inspiré aussi de la littérature pour faire du journalisme. Donc, ça m'a l'air... Parce que quand on porte qu'un regard factuel sur une société, ça reste un niveau qui, à mon avis, est incomplet. Alors, quand on peut porter un regard littéraire, c'est qu'on cherche aussi
un sens dans des choses qu'on voit, dans des personnes qu'on rencontre, qui nous permettent d'avoir une vue plus profonde de ces sociétés-là. Là, il faudrait que j'arrive avec des exemples de ce que je veux dire pour que ça soit... Mais prenons le cas de la Russie. Donc, vous êtes là de 2000 à 2004, l'arrivée de Poutine, vous lisez Dostoïevski, Tolstoï. Qu'est-ce que ça vous... On ne peut peut-être pas épaler une chose, mais est-ce qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qui se dégage de tout ça puis qui vous amène à comprendre davantage? Ben, disons, Dostoïevski, c'est un peu la schizophrénie, puis le russe, à l'époque, et soviétique. C'était plus à l'époque russe, Dostoïevski. Mais il y a une citation qui m'a frappé dans Dostoïevski, dans Les Possédés, c'est qu'il dit, finalement, peut-être que le libéralisme en Russie n'est autre chose qu'un passe-temps de bourgeois. Alors ça, pour comprendre le fait que sous Poutine, même les Russes ne tenaient pas nécessairement à la démocratie, parce que c'était un peu le grand constat qu'on faisait, puis comme occidental, tu sais, il y a des clichés, on se disait, bon, ben, la Russie s'est libérée d'une dictature, les gens maintenant peuvent aller voter, la liberté d'expression prend son envol, mais on s'est rendu compte assez rapidement avec Poutine qu'on resserrait davantage. Il mettait la main sur la plupart des médias, il emprisonnait ses adversaires politiques. Tu sais, il y avait, à l'époque, on appelait ça la verticalité du pouvoir. Alors, le pouvoir central, ou Poutine, contrôlait à la fois le peuple, le Parlement, la presse. Et donc à ce moment-là, on avait de la difficulté à comprendre. Mais quand tu lis Dostoïevski, tu vois déjà au 19e siècle que les axes de cette société-là sont déjà fixés comme ça, sans faire des parallèles qui sont pas tu sais, faire attention aussi à ces parallèles-là. Mais de l'autre côté, ça te donne quand même une lecture de la Russie qui te permet, je pense, de comprendre, ou qui donne un autre éclairage sur ces événements-là. Bon, je n'ai pas dit ça dans un reportage au téléjournal, je n'ai pas cité Dostoïevski, mais je savais, pour l'avoir lu, que quand, par exemple, on est allé dans un petit village dans une petite ville qui s'appelle Yaroslav, qui est dans la ceinture dorée de Moscou, là, ce qu'ils faisaient avec les anciennes villes, qui faisaient ce qu'on appelle la ceinture dorée, avec les Kremlins et tout ça. C'était un peu le détroit, finalement, de la Russie au tournant des années 2000, parce que c'était un désert industriel. C'était la pauvreté, ça ne s'était pas bâti, l'économie. Alors donc, c'était à l'époque de la réélection de Poutine, en 2004. Alors, on est allé dans Yaroslav parce qu'il y avait des ralliements politiques, mais ensuite, j'ai dit à Tania, mon interprète, essayons de trouver du vrai monde, tu sais, allons en banlieue un peu. Alors, Sacha, notre chauffeur, qui connaît la Russie comme le fond de sa poche, a suivi la ligne de chemin de fer rouillée jusqu'à les quartiers un peu délabrés. Puis on est entré dans une ancienne communalka, les appartements soviétiques à l'époque, puis c'était l'appartement de l'usine à côté. Alors, dans les belles années, Yaroslav, il fabriquait les tentes pour l'armée rouge. Alors, c'était une fierté de savoir que leurs tentes avaient servi en Afghanistan, dans les Pays-Bas, partout. C'était une fierté. Alors, on est tombé par hasard sur une veuve qui s'appelait Nadiejda, qui essayait d'empêcher son toit de couler. Elle avait des bassins partout dans la maison, avec ses amis, elle prenait le thé, puis là, alors on a commencé à faire l'interview, puis j'ai dit, bon, vous allez voter aux élections? Elle dit oui. J'ai dit, vous allez voter pour qui? Bien, pour Poutine, voyons. Je dis, oui, mais votre toit coule, ça va mal, tout est... Mais elle dit, Poutine, il ne sait pas que j'existe. S'il savait, il réparait mon toit. Alors, c'était la foi dans l'homme fort, dans le tsar, tu sais. Puis il y a aussi des gens qui nous avaient dit, on va voter Poutine. Je dis, oui, et pourquoi? Elle dit, c'est tellement compliqué la démocratie, on ne sait pas pour qui voter. Quand il y a trop de points de vue, là, on vient tout mêler. Alors lui, au moins, il sait ce qu'il va. Il s'occupe de nous. Il n'y a pas d'opposition. C'est plus familier, c'est plus rassurant. Alors, tu sais, c'était ça finalement. Puis là, tu vois qu'il y a quand même des grandes traditions, il y a quand même des... Tu sais, Puis je pense que la littérature, pour revenir au la littérature, les écrivains, ils sentent ça. Ils savent repérer les axes d'une société. Et donc c'est un bon... c'est une bonne place où aller essayer de comprendre les sociétés que dans la littérature du pays.
Vous avez fait de l'essai, l'essai du reportage littéraire, on peut le dire un peu comme ça. Dans le fond, notamment sur Moscou, la Russie. Vous en avez fait 3, je pense. Vous avez fait sur... J'ai fait un livre qui s'appelle « La Russie des illusions ». C'est mes 4 ans en Russie. J'ai fait un livre qui s'appelle « Les héritiers de Tiananmen ». Ça, c'est un livre où j'explore l'idée de la démocratie et comment est-ce qu'elle a évolué dans la Chine de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, à travers Mao, à travers Tiananmen, à travers toute l'époque soviétique, mais je l'ai fait aussi à travers les gens qui ont été les architectes de ces réformes-là, ou ces réformes ratées. Les étudiants, les leaders étudiants de Tiananmen, le secrétaire particulier de Zhao Ziyang, qui avait été mandaté par Deng Xiaoping pour développer un modèle démocratique, mais ensuite qui s'était fait emporter dans la purge des post-Tiananmen et qui était encore en surveillance à son appartement lorsque je l'ai rencontré. Alors donc, j'ai fait un livre sur l'idée de la démocratie en Chine. Donc, c'est un livre qui est un peu plus didactique parce que celui-là, il est plus fait des livres d'histoire et des références historiques, documentaires, que des interviews ou de mon observation sur le terrain, parce que c'est très difficile de travailler comme journaliste en Chine, en télévision, quand tu es occidental, parce que les gens se méfient, ils n'osent pas et tout ça. Et j'ai fait un dernier livre qui s'appelle « Les révolutions inachevées ». Et c'est un peu le désordre post-11 septembre, avec notre mission en Afghanistan qui a été très décevante pour tout le monde, un peu la guerre en Irak aussi, le Pakistan, à l'époque de Benazir Bhutto, quand c'était l'espoir de Bhutto qui revenait, elle a été assassinée, c'est retombé un peu dans le désordre politique. Et je fais aussi un peu le dysfonctionnement démocratique de la France. À l'époque de la fin de Chirac, l'émergence de Sarkozy, la crise des banlieues et tout ça. Et le grand paradoxe que j'essaie d'évoquer, c'est qu'on essaie de donner des leçons, d'exporter le modèle démocratique au Moyen-Orient, mais en même temps, il devenait de plus en plus dysfonctionnel chez nous. Alors, quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec la désinformation, les fake news et tout ça. Là. Mais ça aussi, je le fais sous forme du journalisme littéraire. Je raconte des histoires. Je le fais à travers les personnages qui vivent les événements. Et je fais porter la trame un peu comme ça. Le livre sur la Russie s'appelle « La Russie des illusions ». Puis c'est j'ai un chapitre, je commence le livre avec la tragédie du Koursk, lorsque le grand sous-marin soviétique russe avait coulé, puis le régime, Poutine et son gouvernement voulaient cacher ça aux Russes. Alors, je raconte, le livre s'appelle « La mort d'un marin ». Alors ça, je raconte l'histoire de Koursk et de toute sa déclinaison politique à travers le marin Kalesnikov, qui avait écrit une note à sa femme avant de mourir dans le sous-marin. Et ça avait levé le scandale un peu. On s'est rendu compte qu'ils avaient été vivants pendant 3 ou 4 jours, alors que le gouvernement disait qu'ils étaient morts sur le champ. Donc, à travers ça, c'était un peu toute la gloire soviétique qui n'était pas la même, la gloire russe qui n'était plus la même, et la volonté de Poutine de cacher ça aux gens et tout ça. Donc mais à travers l'histoire de ce marin-là, et des familles et de leurs familles, je raconte un petit peu l'histoire de la déchéance de la marine soviétique, qui était le grand symbole aussi pour les Russes. Vous êtes journaliste. Vous étiez, mais vous l'êtes encore dans une large mesure. Vous ne devez pas prendre position, théoriquement, en tout cas. Comment on fait pour écrire des livres comme ça, des biographies même, sans prendre position? Qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif? Ou est-ce qu'il y a de dire à tel moment, je pourrais juger, parce que vous l'avez vécu intimement, Hatfield, vous l'avez vécu intimement, Robichaud, non, parce que vous étiez assez jeune. Mais comment on fait pour rester un peu en retrait? Mais donc, on ne peut jamais dire qu'un exercice comme ça est neutre. De la même façon qu'on ne peut pas dire que les disciplines académiques sont neutres. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais on a un regard, on a je ne veux pas dire un point de vue d'opinion, mais un point de vue quand même d'approche. Alors, ça colore le livre sans exprimer d'opinion, de juger
ni Hatfield, ni Robichaud, ben, je veux dire, c'est sûr que j'ai écrit ça du point de vue d'un journaliste d'origine acadienne. Je veux dire, c'est ça l'éclairage qu'on a amené. Hatfield, une bonne partie du livre, c'est aussi sa relation avec les francophones et comment il a réussi à utiliser ça comme, pour se maintenir au pouvoir. Alors, ce qui n'était pas l'approche privilégiée par le biographe anglophone de Hatfield, c'est correct. Différent. Mais il y a moyen de faire de l'analyse, il y a moyen d'évoquer des choses sans exprimer d'opinion. Moi, je veux dire, je peux très bien analyser la catastrophe qu'a été pour Hatfield, le fait qu'on a trouvé du pot dans sa valise et le fait qu'il a essayé de blâmer un journaliste pour avoir mis le pot dans sa valise et tout ça. Juste de raconter et d'évoquer ces choses-là, la plupart des gens vont dire « Oui, mais c'est un peu lâche de sa part. Tu n'as pas besoin de le dire. » On le sent bien dans le livre, c'est-à-dire que le journaliste qui est stigmatisé, ou en tout cas qui est pointé du doigt à la fin, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous le racontez, il est dans la salle de rédaction le soir de l'élection. Est-ce que vous en souvenez? Ben non, il était même dans la salle du tribunal. Il était dans la salle du tribunal quand il couvrait, j'oublie son nom, il travaillait pour ATV, l'affilié de CTV. Et c'était un journaliste, là, fatigant. Un peu comme Jim Acosta de CNN à Washington, c'est ici, là, il était comme une mouche, puis vraiment, là. Alors, il agaçait toujours le gouvernement, c'était un bon journaliste. Alors donc, ils avaient décidé, l'avocat de Hatfield, de faire porter le soupçon sur le journaliste, Ryan, il s'appelait, en disant que, bon, il avait été vu dans les parages de la valise. Ben, je comprends, il était dans l'entourage, tout le monde était dans l'entourage de la valise. Alors, mais il l'a dit en pleine cour, en plein tribunal. Il dit, on pense que c'est cet homme-là qui a mis la Marie dans la valise du premier ministre. Alors, tout le monde a été interloqué, lui le premier, évidemment, mais... Alors donc... Mais je n'avais pas besoin, moi, de dire c'est inacceptable pour un premier ministre de faire ça. Je n'ai pas à exprimer d'opinion là-dessus. Voici les faits. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir lu ça, des fans d'Hatfield, qui ont dit oui, c'est vrai, c'est sûrement lui qui a mis ça dans la valise. C'est possible. Mais je veux dire, c'est pas à moi de porter une opinion. Mais moi, je suis journaliste aussi. J'ai fait 35 ans à Radio-Canada où on a un code quand même. Déontologique qui est plus strict parce qu'on est financé par le public. Si on est dans un journal qui a une certaine orientation politique, on peut travailler à l'intérieur de ça, c'est pas la même chose. Alors, mais quand tu es à Radio-Canada, tu as un devoir de réserve encore plus grand à cause de ça. Mais il y a moyen d'écrire des livres quand même tout en travaillant dans ce contexte déontologique. Là, ça nous a jamais privé puis de pouvoir faire des liens de logique aussi. Mais les journalistes dont vous parlez, je trouvais ça fascinant dans le livre parce que au moment où était fait Hatfield, c'est lui qui pèse sur le bouton de l'ordinateur. C'est ça, moi, qui m'a fait vraiment... Oui, parce qu'il s'était gardé le privilège de déclarer, appuyer sur le bouton rouge là, pour déclarer le gouvernement défait, là. Ben, c'est Ryan qui avait demandé à CTV la satisfaction de pouvoir peser sur le bouton. C'est le défait. J'ai trouvé ça extraordinaire dans la biographie. Vous parlez de réserve radio-canadienne qu'on connaît bien. On voit aussi beaucoup de journalistes qui ont décidé de se lancer en politique après soit démissionner ou après qu'ils ont quitté. Je pense à Drainville, je pense à Duchesne. Je pense aussi à des gens comme Raymond Archambault qui sont devenus non pas politiciens, ou en tout cas un peu essayés, mais qui sont devenus présidents du Parti québécois. Est-ce que c'est quelque chose qui, sans vouloir savoir pour qui vous votez, c'est pas ce qui m'intéresse, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté de passer? Parce que évidemment, c'est quelque chose qui touche beaucoup de journalistes, de cette espèce de volonté de sauter dans l'arène. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté dans votre vie ou Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Puis moi, j'ai décidé de faire mon lit dans le journalisme, puis d'y rester, parce que c'est pas illégitime de vouloir faire de la politique quand tu es journaliste, comme quand tu es prof ou quand tu es homme d'affaires. Mais d'un autre côté, moi, j'ai jamais voulu faire ça, d'une part. Puis, d'un autre côté, ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'après ça, on voit toute ta carrière en disant, bon, on voit bien, c'était un péquiste ou c'était un libéral ou c'était un conservateur. Alors, tu sais, quand tu acceptes de faire ce pas-là,
tu acceptes aussi que tout ce que tu as fait auparavant soit vu à la lumière de ton choix politique. Alors, c'est pas la principale raison qui m'a pas... qui m'a motivé à faire de politique, mais j'ai jamais eu envie ni l'inclination de faire ça. C'est intéressant, parce qu'on l'a souvent vu, puis c'est vrai que cette espèce de... Ce que j'aime beaucoup de Rome, par exemple, c'est que il y avait eu une sortie à un moment donné d'une journaliste qui avait dit, pas une journaliste, une animatrice, on sait pour qui vous votez, vous, M. de Rome. Il y a eu Chantal Hébert qui avait dit à côté, moi, j'ai aucune idée pour qui il vote. Bernard de Rome, je ne sais pas, puis c'est la beauté de la chose, effectivement. Imaginez si de Rome, c'est l'ensemble politique. Ce serait extraordinaire de voir aussi, comme vous le dites, tout le passé québécois serait vu, canadien serait vu à l'ombre de ce choix-là. C'est même presque une responsabilité à certains égards, même si c'est légitime de faire le choix. Oui, mais imagine un gars avec une carrière comme de Rome qui a été le grand descripteur des soirées référendaires, des élections, des crises politiques. Et je veux dire, moi, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent de quel côté vote de Rome. Moi, je connais bien de Rome, puis j'ai aucune idée. Ben, c'est ça. Et de pouvoir réussir ça dans une carrière comme de Rome, parce que de Rome, surtout au référendum de 95, je veux dire, c'était le seul élément presque de stabilité dans cette soirée-là. Tu sais, je veux dire, un peu comme Cronkite aux États-Unis à l'époque, où, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était 50-50, ça jouait d'un bord et de l'autre. Il y avait des gens qui paniquaient des deux côtés. Et de Rome était un socle de solidité à travers tout ça. Peu importe ce qui arrivait, on avait de Rome, tu sais, pour dire ce qui se passait et ce que ça voulait dire. Et, tu sais, il y avait un effet apaisant sur tout ça. Alors, tu sais, il y a de grandes responsabilités qui viennent avec ce métier-là, surtout quand on est dans une position comme celle d'un personnage comme de Rome, mais c'est un grand journaliste qui a toujours été fidèle aux faits et fidèle aussi à son rôle un peu d'arbitre du débat public. Est-ce qu'on perd une partie de sa liberté? Oui. Mais c'est une servitude volontaire parce que... Oui, bien, c'est sûr qu'on perd notre quant à soi puis notre capacité de dire ce qu'on pense. Mais d'un côté, ça nous permet d'être témoin de l'histoire d'une façon qu'on ne serait jamais invité à ces événements-là, à ces tables-là. Donc, je veux dire, il y a des compensations. Puis d'un côté, je veux dire, il y a une fierté à être journaliste, puis surtout à l'époque actuelle, à maintenir des standards quand même de qualité, puis d'intégrité, de justesse, d'exactitude des faits. Tu sais, on sent une responsabilité sociale très importante. Alors, tu sais, quand on entre dans ce métier-là, puis on le fait pendant des années, ben c'est quelque chose qui se développe. De la même façon que pour vous, les universitaires, ce que vous faites, vous y croyez, puis enfin, c'est parents, là, ce qu'on fait, ce que vous faites. Nous, c'est la première lecture qu'on fait. Vous passez après, puis vous faites le vrai travail. Mais quand même, tu sais, je veux dire, l'intégrité d'un universitaire, c'est ce qui est le plus sacré. Alors, pour nous, c'est la même chose. Alors, tu sais, alors donc ça moi, je n'ai jamais senti une perte de liberté. Mais on peut peut-être finir un peu l'entretien, puis on pourra discuter ensuite sur laquelle... Bon, vous avez été, je l'ai dit tantôt, d'entrée de jeu, vous avez été directeur de l'information à Radio-Canada pendant combien de temps? Quelques années, il me semble. 6 ans et demi. 6 ans et demi. Là, vous avez vu des modifications, des mutations extraordinaires dans le journalisme. Là. On a parlé tantôt, le commentaire, Internet, évidemment. Vous enseignez maintenant comme chargé de cours à l'Université de Montréal et vous écrivez quelque chose sur les fausses nouvelles. Comment se passe actuellement la vie du jeune retraité Michel Cormier? Est-ce que l'écriture de ce livre-là prend de la place? Comment vous envisagez les prochains temps, disons-le comme ça? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous faites? Ben, quand je suis parti, je me suis dit que j'ai résolu de continuer à travailler pour manier les standards du journalisme, puis de comprendre un peu cet environnement-là dans lequel on est, qui est quand même unique, et de rien faire qui porterait ombrage aux fonctions que j'ai occupées comme directeur de l'information. Donc, ça exclut d'emblée la politique. Ouais. Pas que c'est
Pas que c'est pas noble, mais je veux dire, c'est pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Alors donc, mais moi, je suis plutôt optimiste sur l'avenir du métier. Je pense que la crise qu'on vit maintenant avec les fausses informations, les fausses nouvelles, la désinformation, ça a stimulé aussi les journalistes à faire du meilleur journalisme. Parce qu'on s'est rendu compte assez facilement que qu'on perdait de la crédibilité, que les gens s'informaient sur Facebook entre eux, que tout le monde se disait journaliste, au fond, que c'est la même chose. Alors on s'est dit, il faut peut-être réaffirmer notre valeur sociale, et notre valeur sociale, c'est de faire du journalisme d'enquête, c'est vraiment d'expliquer les changements climatiques, c'est vraiment de faire du journalisme utile pour la société. Donc, ça nous a formés, ça nous a forcés je pense, à nous dépasser un peu plus. Et on sent maintenant que les gens, par exemple, après avoir dit, j'ai plus besoin d'un abonnement de journal, je m'informe avec mes amis sur Facebook, que ça fait un temps que les gens commencent maintenant à être prêts de nouveau à payer un abonnement au Devoir ou à la Presse. Non, la Presse, c'est gratuit. Mais aux autres journaux, et le New York Times en est un exemple évident, ils ont dit non, nous, si vous voulez le New York Times, il faut payer. Les abonnements sont en augmentation à cause de ça. Mais la promesse qu'on fait aux gens qui vont payer pour de l'information, par exemple, c'est que ça va être de l'information de valeur. Alors, je pense que cette crise-là nous a forcés, comme journalistes, à revenir aux choses fondamentales un peu plus. On a passé par toutes les phases de l'infotainment, ou l'information spectacle, l'opinion et tout ça, mais on se rend compte qu'à la fin de la journée, ce qui nous démarque, puis ça pourquoi on est là, c'est de débusquer les faits et de rendre les pouvoirs imputables. Et donc, c'est même bien vu de nouveau. Oui, c'est vrai, du point de vue. Alors, je m'occupe à faire ces choses-là. Je fais partie de groupes on a un groupe des Européens et des Américains. On est en train de définir, par exemple, des indicateurs de confiance dans les médias. Un genre de certification pour dire, ce journal-là est crédible parce que voici qui sont les propriétaires. Voici est-ce qu'il a une affiliation politique ou non. Voici comment il se finance. Voici sa politique éditoriale. Voici comment il corrige les erreurs ou pas. Alors donc, pour avoir cette certification-là, les médias devront se conformer à des standards comme ceux-là et ils devront être publics. Alors donc, ça, on n'a jamais eu ça parce qu'auparavant, on se disait, c'est assez de dire qu'on est journaliste pour être crédible. Ça ne suffit plus et c'est bon. Alors, je m'occupe aussi dans des projets comme celui-là. Et merci beaucoup, Michel Cormier. On va avoir plein de questions